Pour ce 6e module vidéo de la série Polar et Histoire pour la chaîne YouTube Criminocorpus, nous sommes très honorés de recevoir un nouvel auteur et je vais lui demander, comme à l'accoutumée maintenant, de se présenter. Je m'appelle Gwenaël Bulto, je suis professeur des écoles, je travaille en Vendée, dans une petite commune, et je suis également auteur. J'ai commencé par écrire des nouvelles, ça a été mon école d'écriture, et assez vite j'ai eu besoin d'un peu plus d'espace et de liberté pour développer des sujets qui m'intéressaient. J'ai écrit 2 romans, La République des Faibles, paru en 2021, et Le Grand Soir, paru l'année suivante, les 2 romans édités par la Manufacture de Livres. Ce sont des polars historiques qui se passent autour de l'année 1900. Alors, on appelle ça des polars historiques, moi je préfère parler de romans noirs historiques, des romans dans lesquels on explore les failles de la société, et ces failles ont une influence sur le comportement et sur le destin des personnages. Merci Gwenaël pour ces précisions. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelles sont les principales caractéristiques de ton polar que j'appelle historique, Le Grand Soir, et peut-être aussi nous préciser quelle est parce que tout le monde ne le sait pas, quelle est la signification, l'origine de cette expression Le Grand Soir. Mon roman se passe en 1905-1906. Il commence par les obsèques de Louise Michel. Louise Michel était un personnage extrêmement important aux yeux de la population ouvrière. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient donc le convoi funèbre. Et au cours de cet événement, dans mon roman, il y a une jeune femme de la haute bourgeoisie, Jeanne Desroselles, qui va mystérieusement disparaître. Les recherches de la police ne donnent rien. Et 1 an plus tard, c'est sa cousine, Lucie, qui va mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à la disparue. Elle va rencontrer au cours de son enquête Madeleine Pelletier, qui est la première femme médecin psychiatre de France, qui est un réel personnage historique, et toutes les deux vont essayer de découvrir ce qui s'est passé. En parallèle, on va suivre un autre personnage historique qui s'appelle Madame Sorgue, qui, de son vrai nom, Antoinette Durand de Gros. Sorgue, c'est un anagramme de Gros, qui est une journaliste et qui se déplace de ville en ville et qui relate les grèves qui ont lieu un petit peu partout dans toute la France. Elle porte en même temps un discours émancipateur pour les femmes et pour les ouvriers. Ces 2 personnages, finalement, vont se retrouver à Paris, au moment où on attend le 1er mai 1906. Le 1er mai 1906, c'est une date importante dans l'histoire ouvrière parce que c'est la première fois qu'un syndicat, la CGT, appelle à venir faire une manifestation nationale pour réclamer la journée de 8 heures. Et c'est une manifestation qui est très importante pour les ouvriers parce que beaucoup d'entre eux se prennent à rêver du Grand Soir. Et le Grand Soir, c'est le jour de la révolution sociale, c'est-à-dire que le peuple prend le pouvoir par la violence, mais pour établir une société un petit peu plus juste. L'idée était dans l'air depuis la Révolution, finalement. Il y a eu ces représentations-là d'une révolution, mais le terme du Grand Soir date d'un peu plus tard, peut-être vers 1890. Auparavant, les anarchistes parlaient plus de grands chambardements ou de grabuge finale. Et moi, je préfère quand même le terme du Grand Soir qui est un petit peu plus poétique. Nous te filmons aujourd'hui, Gwenaël, dans un lieu intéressant qui se situe à Montreuil. On peut apercevoir d'ailleurs derrière toi un buste intéressant de Louise Michel. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rapport entre le lieu dans lequel on te filme et la période historique et le contenu de ton ouvrage Le Grand Soir ? Oui, donc ce musée, c'est le musée de l'histoire vivante, situé à Montreuil, et c'est en fait le musée de l'histoire sociale. Donc l'histoire sociale, c'est l'histoire des luttes sociales, c'est l'histoire du socialisme, du communisme. Et moi, je suis très intéressé par tout ce qui concerne la lutte des classes.
C'est quelque chose qui est profondément ancré dans mes romans. Et dans ce musée, donc il y a des documents sur Louise Michel. Je parlais de Louise Michel qui apparaissait succinctement dans mon roman. Il y a aussi une exposition en ce moment sur la police, sur le rôle de la police, de la justice à cette époque-là. Et donc il y a des connexions très très fortes entre ce musée-là et mon roman. Moi, par rapport à la période, ce qui m'intéresse, c'est la Troisième République. Donc je ne suis pas historien de formation, mais cette époque m'a toujours intéressé parce que j'avais le sentiment que, pour la première fois, on a une société qui est moderne. On a le suffrage universel, bon, qui reste masculin, mais qui était quand même un progrès. Et on a, au cours de cette période, différentes lois qui se mettent en place. Je pense à la loi sur l'école, par exemple. Je pense à la loi sur la liberté de la presse, à la loi sur la liberté syndicale également. Et ce sont des lois qui structurent l'époque et qui sont encore d'actualité maintenant. Et donc, moi, mon sentiment et mon idée, c'était que écrire des romans historiques qui se passent à cette époque-là, on aborde donc des thèmes, on aborde des failles de la société, et ces thèmes-là, on les retrouve encore dans notre société contemporaine. Donc l'antisémitisme, la xénophobie, la misogynie, la ghettoisation des ouvriers, par exemple, ce sont des choses qui sont encore d'actualité. Et donc, à travers ces romans qui sont historiques, c'est toujours un petit peu le principe du roman historique. On offre un petit voyage dans le passé et en même temps on en fait un miroir de notre temps. Et donc moi cet aspect-là de résonance avec le présent, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler dans mes romans. Donc c'est pour ça que cette période te plaît tout particulièrement, hein. On peut aussi ajouter la loi de séparation des églises et de l'État, oui, qui est très importante. Donc l'idée c'est d'éclairer les enjeux du présent en mettant un peu la focale sur le passé, c'est ça qui t'intéresse en tant qu'auteur de polar ? Alors, en tant qu'auteur tout court, oui, c'est ça qui m'intéresse. Donc cette période historique, comme je disais, moi je ne m'intéresse pas à toutes les périodes historiques de la même façon, mais c'est de faire ce lien entre le passé et le présent. Alors c'est pas une histoire simple de comparaison, mais c'est de dire, voilà, à cette époque-là il y a ces problèmes, on a toujours des difficultés sociales actuellement, quel chemin a été parcouru, comment ces difficultés-là ont évolué au cours du temps, et donc on peut faire des points de comparaison, et donc ce roman-là, dans mon modeste travail de romancier, ça peut être un petit point de repère. Alors tu abordes beaucoup, bien sûr, dans ton roman, la structuration des luttes du mouvement ouvrier, hein, tu évoques des grèves importantes, notamment à Courrières, Roquefort, etc. La question que je souhaite te poser est la suivante, comment tu fais pour te documenter ? Hein, tu as dit que tu n'étais pas historien, mais comment tu fais pour te documenter ? Est-ce que tu consultes des archives ? Est-ce que tu te rends sur le terrain ? Est-ce que tu lis de la presse d'époque ? Et comment tu sélectionnes les faits, finalement, qui vont intégrer l'intrigue de ton polar ? J'utilise plusieurs sources, c'est vrai. Alors la première, ce sont les historiens, tout simplement. Je lis un certain nombre d'ouvrages, par exemple je pourrais citer Gérard Noiriel ou Alain Corbin. Ce sont des gens qui m'ont donné une vision d'ensemble sur cette époque-là, notamment. Et ça a été important comme travail de fond pour me représenter cette période-là. Je pourrais citer également, plus par rapport au travail de la police, des ouvrages de Jean-Marc Berlière qui sont essentiels sur ce travail historique. J'ai beaucoup travaillé également sur un livre de Maurice Domanget qui s'appelle « Histoire du 1er mai », qui relate donc en détail un certain nombre de 1er mai, mais particulièrement aussi le 1er mai 1906. Ça a été important. Et pour la documentation, je ne peux pas ne pas citer le dictionnaire de Jean Métron, qui est le dictionnaire de la vie ouvrière, que l'on peut consulter sur Internet et qui a, je crois, 200 000 notices par rapport à des personnages importants de l'activité syndicale. Donc il y a tout ce travail-là de fond. Et puis, après, je me sers également de la presse de l'époque,
Donc il y a des sites internet qui recensent les journaux. Par exemple, il y a le site Retro News qui est adossé à la BNF. C'est un site très intéressant. On peut taper une date, par exemple, ou le nom d'un personnage, et on se retrouve avec plein d'occurrences, et on peut sélectionner ce qu'on cherche. C'est comme ça que j'ai pu faire des recherches, par exemple, sur le personnage de la citoyenne Sorgue, où on voyait donc ces actions qui étaient relatées dans les journaux. La troisième source, qui pour moi est précieuse en tant que romancier, ce sont les photographies d'époque. Et c'est vrai que ces photographies permettent de me représenter certains personnages et également des situations. Je peux citer par exemple une photographie de Madeleine Pelletier, qui était donc ce médecin psychiatre féministe qui se battait pour le droit de vote des femmes, mais qui se battait aussi pour le droit à l'avortement, quelqu'un qui était entier. Et sur cette photographie, on la voit habillée en costume d'homme avec un pantalon et un chapeau melon. Et c'est une image qui m'a beaucoup frappé, parce que c'était quelqu'un qui vivait son engagement, mais dans tous les détails. Et s'habiller en homme pour une femme à l'époque, déjà ce n'était pas légal, et c'était vraiment extrêmement revendicatif. Et moi, ce personnage-là, j'ai eu envie de m'en emparer. Alors j'avais lu des choses sur Madeleine Pelletier, mais c'est quand j'ai vu cette photographie que ça a été un déclencheur, et que j'ai essayé de m'en emparer comme personnage romanesque. Ensuite, dans le roman historique, bon, on est dans cette fiction-là. Une fois que j'ai toute ma documentation, je la mets un petit peu de côté pour me consacrer à l'écriture des personnages, des situations, pour ne pas me laisser déborder par finalement l'histoire, parce que mon objectif c'est de surtout pas faire une leçon d'histoire ou un manuel d'histoire, mais véritablement une fiction. Une fiction qui permet de raconter l'histoire, mais qui permet surtout de la faire ressentir à travers ces personnages-là, et donc apporter ma pierre à l'édifice de ce qu'est l'œuvre mémorielle, de ce qu'est l'histoire en général. Alors justement, pour préciser un peu, comment est-ce que tu fais pour articuler véracité historique et fiction? Tu évoques deux personnages, Madeleine Pelletier, Madame Sorgue, qui ont vraiment existé. Tu évoques ces personnages justement pour faire allusion au combat mené à cette époque en faveur de la cause des femmes. Mais comment est-ce que tu sélectionnes par exemple les faits relatifs à cette femme médecin ou à cet anarcho-syndicaliste, et jusqu'à quel point tu t'accordes une liberté dans la manière dont tu vas fictionner ces personnages? Oui, alors j'ai coutume de dire que lorsque le roman historique commence, lorsque la fiction commence, on n'est plus dans l'histoire, on est dans une espèce d'uchronie ou d'univers parallèle. Mais par rapport à ces personnages historiques, ce qui était important pour moi, c'était d'être loyal envers eux, c'est-à-dire de respecter leur esprit. Alors forcément, je vais leur faire accomplir des actions, je vais leur faire dire des paroles qu'elles n'ont jamais prononcées, mais ça c'est absolument normal. Mais je voulais qu'à chaque fois ce soit cohérent avec ce que j'avais lu dans ma documentation à leurs propos. Par exemple, pour Madeleine Pelletier, c'est une femme qui a un destin tragique. Dans les années 30, vers la fin de sa vie, elle se fait arrêter par la police parce qu'elle participe à un avortement clandestin d'une jeune femme qui a été violée par son frère. La police l'arrête, la justice la condamne, et comme elle est de santé fragile, je crois qu'elle a déjà fait un AVC ou quelque chose comme ça, elle se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique où elle finira ses jours. Donc moi, mon roman, il se passe en 1905-1906, mais cette situation qui m'a frappé, qui est tragique, j'ai essayé de l'utiliser en la déformant un petit peu, en la passant à la moulinette de la fiction, finalement, pour apporter à ce personnage cette dimension-là. Alors, ok, c'était a posteriori, mais c'est quelque chose dont j'ai voulu également emplir mon personnage. Pour la citoyenne Sorgue, j'ai également une anecdote à raconter sur elle. Alors elle, c'est une femme qui vient d'un milieu bourgeois, de la bourgeoisie ruthénoise, de la région de Rodez. Elle vient d'une famille assez riche, de propriétaires terriens, de chercheurs également, qui ont mené une petite révolution agraire en Aveyron.
Et donc, la citoyenne Sorgue, elle hérite de ce domaine. Et donc c'est un domaine qu'elle entretient en même temps qu'elle fait son travail de journaliste et qu'elle se déplace de ville en ville. Et elle décide d'appliquer sur son domaine la journée de 8 heures. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que les ouvriers agricoles de l'époque, ils considèrent que c'est une folie, ils se moquent un peu d'elle, ils en font le moins possible. Et finalement, de fil en aiguille, le domaine coule et elle se retrouve obligée de le vendre. Moi, j'ai trouvé cette histoire absolument extraordinaire. Et donc, j'ai voulu la mettre dans le roman également. Ça ne fait pas partie de l'intrigue, mais c'est une petite pastille de réalité de ce personnage-là. Ce qui m'a également beaucoup touché, c'est que donc Sorgue, Madame Sorgue, n'a jamais renié ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire qu'elle a toujours dit: voilà, j'étais en avance sur mon temps, ça a été ma participation donc à cette journée de 8 heures, et c'est quelque chose que je revendiquerai jusqu'à la fin de mes jours. Et en me plongeant dans la biographie de ces femmes-là, je les ai trouvées tellement extraordinaires, tellement avec cette volonté de se lever et de cette capacité à dire non à la pression sociale autour d'elles, que j'ai vraiment travaillé à être extrêmement loyal à ce qu'elles étaient. Alors dans Le Grand Soir, on suit l'enquête pour retrouver la jeune Jeanne Desroselles qui a mystérieusement disparu. Mais au-delà de cette enquête, de nombreuses fois tu fais référence aux pratiques, au fonctionnement des forces de l'ordre, notamment le maintien de l'ordre, les pratiques aussi d'infiltration policière, de surveillance, etc. En quoi c'était important pour toi d'évoquer ces enjeux-là en lien avec le contrôle policier des masses laborieuses? Alors, c'est ce qu'on disait, classe laborieuse, classe dangereuse. C'est vrai que la police surveillait beaucoup l'activité syndicale. Il participait aux réunions, il notait les noms des gens qui étaient les plus engagés, les plus virulents. Donc il y avait une surveillance de tous les instants parce qu'on voulait absolument empêcher un changement social qui pourrait déposséder les possédants, et on voulait empêcher le Grand Soir d'arriver, ça bien sûr. Cette histoire de police, elle était aussi importante pour moi parce que j'ai abordé dans le roman l'histoire tragique de l'accident de mine de Courrières, qui s'est passé en mars 1906, qui a fait plus de 1000 morts et qui a provoqué une émotion considérable en France. Il y a beaucoup de syndicats qui se sont cotisés pour envoyer de l'argent là-bas, pour aider les mineurs. Et il y a eu une grève extrêmement forte, extrêmement violente, qui s'est déclenchée suite à l'accident, parce qu'on accusait le patronat de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de sécurité. Et c'est là qu'intervient Clémenceau. Clémenceau qui est juste ministre de l'Intérieur, il doit devenir ministre début mars 1906. Il est là pour s'occuper de la loi de séparation de l'Église et de l'État, pour gérer le problème des inventaires. Et quelques jours après sa nomination, l'accident de Courrières se produit. Il essaie d'aller dans le bassin du Nord, il discute avec les ouvriers, ce qu'on lui reproche, et il rentre à Paris. Bon, rien ne change, la grève dure, elle prend de l'ampleur, donc il envoie l'armée à Courrières. Et là, il y a des affrontements qui durent très très longtemps. Clémenceau était considéré comme un homme progressiste, un homme de gauche, et c'est là que Clémenceau va avoir son surnom de briseur de grève, parce que ça a été ensuite une habitude chez lui d'envoyer la troupe pour réprimer ces mouvements-là. Ce qui lui portera bonheur en quelque sorte, puisqu'il se pose là en défenseur de l'ordre, de l'autorité, et quand il y aura les élections quelques semaines plus tard, il les emportera, et finalement il deviendra président du Conseil en fin d'année 1906. C'est lors de Courrières que Clémenceau a prononcé sa fameuse phrase « Nous ne sommes pas du même côté de la barricade ». Et en faisant un petit bond en avant, lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'ai entendu le préfet de Paris de l'époque, donc le préfet l'allemand, en pleine discussion
avec donc une femme gilet jaune et qui lui disait nous ne sommes pas du même bord. Et c'est vrai que tout de suite pour moi j'ai fait la connexion avec Clémenceau et je me suis dit que donc ce préfet allemand connaissait bien son Clémenceau. L'action policière, pour moi, elle était importante aussi d'expliquer ce qui s'était passé le 1er mai 1906, lors de cette manifestation à Paris, manifestation qui était interdite. Il y a donc Clémenceau qui envoie des dizaines de milliers de militaires à Paris pour garder les banques, garder les quartiers riches. Et les ouvriers qui devaient se retrouver sur la place de la République, ils ne peuvent pas y accéder. La police, il y a une méthode qu'on appelle le manège mouquin, où il y a les cavaliers qui défilent en cercle de manière très très serrée, en tournant très vite autour de la place, ce qui empêche finalement les gens de traverser la place. Ils risquent de se faire renverser, de se faire tuer, etc. Et donc cette manifestation, elle n'a pas vraiment eu lieu. Et donc le Grand Soir a été annihilé finalement dès le départ par les autorités. Donc pour moi c'était important de montrer cet aspect. Dernière petite chose par rapport à ça, le préfet de police de l'époque c'était le préfet Lépine, et Lépine était sur le terrain en train de diriger ses hommes. En tout cas c'est comme ça qu'il a voulu également lui se représenter en tant que chef de guerre, entre guillemets, en tant que meneur d'hommes. Alors Gwenaël, j'ai l'habitude de demander aux auteurs que l'on invite quels sont leurs futurs projets d'écriture. Te concernant, c'est un cas un peu particulier, puisque ce n'est pas un futur projet d'écriture, mais disons la matérialisation d'un projet d'écriture, puisque tu viens tout juste de publier un nouvel ouvrage à la Manufacture de Livres qui s'intitule « Malheur aux vaincus ». Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire quelques mots aussi sur le contenu de ce nouvel ouvrage et pourquoi tu as choisi de poser l'intrigue de ce nouveau polar historique en dehors du territoire métropolitain? Oui, donc c'est mon 3e polar historique. Il se passe toujours autour de l'année 1900. Donc les 3 livres fonctionnent comme une trilogie, mais cette fois-ci j'ai fait le choix de le situer à Alger, et également le long du fleuve Niger, donc en Afrique, pour aborder le thème de la colonisation. Lorsque j'ai fait mes recherches pour les 2 premiers romans, c'est vrai que je voyais souvent l'Afrique qui se cachait dans le coin des pages. L'Afrique était là présente. L'Algérie était là comme une colonie de peuplement. Par exemple, on ne savait pas quoi faire des populations alsaciennes réfugiées après la guerre de 1870. On leur a proposé de venir en Algérie. C'était aussi un Eldorado, l'Algérie, pour certains. On pensait qu'on pouvait faire fortune, il y avait des aventuriers qui s'y rendaient. Il y avait tout cet imaginaire-là par rapport à l'Algérie. Alors c'était aussi une colonie de punition. J'ai lu plusieurs témoignages sur des jeunes gens en métropole, qui font une bêtise, qui voyagent dans un train sans billet par exemple, ou qui commettent un vol, qui se retrouvent avec une ligne dans leur casier et qui sont envoyés faire leur service militaire en Afrique. Et si là-bas, ils continuaient à jouer les fortes têtes, ou s'ils manquaient de chance tout simplement, ils pouvaient se retrouver dans les bagnes militaires africains qu'on appelait Biribi. Alors Biribi, c'est un nom générique, ça concerne tous les bagnes français en Afrique qui étaient réservés aux militaires. Et ça sollicitait pas mal l'imaginaire des Français. Biribi, ça faisait peur. On disait aux enfants, si tu n'es pas sage, tu vas finir à Biribi, par exemple. Et j'ai lu un excellent ouvrage de Dominique Khalifa qui s'appelle justement Biribi et qui parle de ces représentations. Et c'est quelque chose que j'ai absolument, là aussi, voulu exploiter dans mon roman. Donc l'Algérie, comme présence française, hein, je rappelle que l'Algérie c'était un département français, il y avait 4 députés français qui étaient élus en Algérie. C'était une ville aussi où il y avait à cette époque-là un antisémitisme absolument débridé. D'ailleurs, parmi les 4 députés français, il y avait le dénommé Édouard Drumont, qui était un polémiste de l'époque, qui a écrit un livre qui s'appelle « La France juive »,
où il raconte à quel point les Juifs s'infiltraient en France un peu partout, volaient l'argent des Français, et on pouvait les reconnaître grâce à leur nez. Bon, vous voyez, ce genre de joyeuseté. C'était absolument monnaie courante à Alger à cette époque-là. L'antisémitisme, à un point qu'il y avait des fanfares qui jouaient des hymnes antisémites. Quand des Français se disaient bonjour, ils pouvaient se dire bonjour en se disant mort aux Juifs. Enfin, il y avait quelque chose d'une violence décomplexée qui, moi, m'intéresse en tant qu'auteur. Et donc, ce principe de colonisation, cet antisémitisme forcené, pour moi, c'est le cadre idéal pour écrire un roman noir. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'Algérie et aussi à l'Afrique dans ce dernier roman. Alors dans ce polar historique, ou dans ce roman noir, comme tu le dis, Malheur aux vaincus, est-ce que tu as été confronté à des enjeux un peu particuliers en termes de recherche historique, justement? Est-ce que tu as procédé un peu différemment, ou est-ce que tu as consulté ce que tu évoquais tout à l'heure, la presse de l'époque, des ouvrages de spécialistes, ou est-ce que tu as eu accès à d'autres sources? Alors je ne me suis pas déplacé sur le terrain. Donc c'est vrai que j'ai utilisé mes sources habituelles, les ouvrages. Là je peux parler de Pierre Darmon qui avait écrit une histoire de la colonisation en Algérie qui est extrêmement intéressante. J'ai aussi fait beaucoup de recherches, donc de la même manière, mais sur un événement historique qui est un petit peu sorti des mémoires, qui est la colonne Voulais-Chanoine. Et la colonne Voulais-Chanoine, c'est une expédition militaire française qui a remonté le Niger pour conquérir le Tchad. Et quand j'ai découvert cette histoire, c'est pareil, alors j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire, c'est-à-dire que c'est devenu extrêmement important pour moi de m'en emparer dans ma fiction. C'est une histoire incroyable. On a 7 officiers français qui sont envoyés en Afrique pour conquérir le Tchad. Ils forment tous les tirailleurs africains, ils forment leurs soldats dans les pays. Ils se nourrissent sur le dos de la bête en fait. Ils forment les soldats, ils ont besoin de porteurs, eh bien ils vont dans les villages et puis ils prennent des esclaves. Ils enlèvent les populations, ils les transforment en esclaves. Et donc on a une espèce de cohorte incroyable de milliers de personnes, de troupeaux, de familles entières, parce que les tirailleurs, pour les décider à venir faire partie de l'expédition, on les avait autorisés à venir avec leur famille. Et donc on a cette colonne qui remonte et qui saccage tout sur son passage. Ils brûlent des villages, ils tuent des populations entières. Ils appliquaient le principe de punition collective. C'est-à-dire que s'il y avait un individu qui s'en prenait à eux, ils punissaient le village entier. Donc c'était vraiment une colonne dont la réputation a été connue assez vite, qui semait la terreur sur son passage. Alors on imagine bien qu'il y avait un certain nombre de villages qui, dès qu'ils voyaient un drapeau français apparaître, ils allaient se cacher dans les forêts, dans les bois, etc. Et cette colonne-là, elle se coupe peu à peu de sa hiérarchie, et on a les 2 capitaines, Voulais et Chanoine, qui deviennent fous, en fait, qui se prennent de rêves de grandeur et qui se disent voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos hommes, on va conquérir un territoire, pas pour la France, mais pour nous-mêmes, pour devenir les rois de l'Afrique. Et cette histoire finira mal, mais c'est une histoire absolument exceptionnelle. Moi, qui m'a fait penser à un livre que j'aime beaucoup, qui est Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad, qui a donné le film Apocalypse Now. Cette histoire m'a tellement passionné que je voulais absolument l'intégrer dans mon roman. Alors, dernière question, Gwenaël. Est-ce que tu connais Criminocorpus? Et en quoi Criminocorpus peut éventuellement être utile dans tes recherches ou dans ton travail d'écriture sur les périodes historiques que tu abordes? Oui, je connais Criminocorpus. Alors, il y a plusieurs aspects dans Criminocorpus. Et il y a le musée en ligne
qui est absolument prodigieux. On est chez soi et on peut passer de salle en salle, voir des photographies de différents aspects de la police et de la justice en France. Et il y a aussi un site où il y a tout un corpus de textes de chercheurs qui est particulièrement précieux lorsqu'on fait des recherches historiques. Donc c'est une source extrêmement importante. Merci beaucoup, Gwenaël. Merci à vous.